Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les origines d'une des entreprises les plus influentes et aussi les plus secrètes au monde, Apple. Et pour comprendre Apple, on est obligé de commencer par l'homme qui l'a incarné, Steve Jobs. Oui. Et notre source principale pour cette analyse, c'est la biographie monumentale de Walter Isaacson. L'idée, c'est de comprendre comment ce mélange unique de contre-culture, de technologie et une personnalité si complexe a pu donner naissance à un tel phénomène. Et tout commence par un paradoxe fondateur. C'est ça. Jobs est un enfant qui a été abandonné à la naissance, mais il a passé toute sa vie avec la conviction absolue d'être quelqu'un d'élu, de spécial. Comment ces deux idées peuvent coexister? C'est toute la complexité du personnage. Cette tension entre avoir été abandonné et se sentir choisi, c'est vraiment le logiciel de base qui a tourné dans sa tête toute sa vie. Et ça explique tout, son génie comme ses côtés plus sombres. Exactement. Et cette idée d'être choisi, elle lui vient d'un moment très précis en fait, une conversation avec ses parents adoptifs. Isaacson raconte qu'il a 6 ou 7 ans, et une voisine lui demande. Avec beaucoup de tact, on imagine. Oui. Elle lui demande si ses vrais parents ne voulaient pas de lui. Il rentre chez lui en larmes. Et la réaction de ses parents, Clara et Paul Jobs, elle est juste, déterminante. Absolument, ils ne se contentent pas de le rassurer. Ils le regardent droit dans les yeux et ils lui disent, en insistant sur chaque mot, non, nous t'avons choisi toi. Cette phrase change tout. Elle transforme une blessure, le rejet, en une affirmation. D'un coup, il n'est plus l'enfant non désiré, il est l'enfant qui a été spécifiquement sélectionné. Ce qui a dû avoir des conséquences psychologiques énormes. D'un côté, on peut imaginer qu'il développe une peur panique de l'abandon. Et donc un besoin de tout contrôler, Voilà. c'est exactement ça. Un besoin quasi pathologique de maîtriser son environnement, ses produits, ses employés, pour ne plus jamais être à la merci des autres. Et de l'autre côté? De l'autre côté, cette conviction d'être élu lui a donné une confiance en lui hors du commun, le sentiment qu'il n'était pas soumis aux mêmes règles que les autres, qu'il pouvait littéralement plier la réalité à sa volonté. On en reparlera de ce champ de distorsion de la réalité. Ah oui. Et ce besoin de contrôle, il l'exprime d'abord par une influence directe de son père adoptif, Paul Jobs. Oui, un homme qui n'était pas un intellectuel, mais un mécanicien, un artisan passionné. C'est lui qui lui a transmis cette fameuse éthique de la perfection. Tout est fait. L'anecdote est devenue une légende chez Apple. Paul Jobs lui montre une armoire qu'il construit et lui dit: un bon menuisier ne mettra jamais un bois de mauvaise qualité pour l'arrière d'une armoire, même si personne ne le voit. Parce que l'important, c'est la qualité intrinsèque de l'objet, l'harmonie. Voilà. Et des années plus tard, on retrouve ça quand Jobs se bat avec ses ingénieurs pour que la disposition des puces sur la carte mère de l'Apple II soit belle, harmonieuse. Même si 99% des clients n'allaient jamais ouvrir la machine. C'est un lien direct. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il appliquait cette éthique de la perfection de manière très sélective. C'est-à-dire, il appliquait religieusement nos produits, mais beaucoup plus rarement aux relations humaines, ce qui a créé des souffrances terribles autour de lui. Son père lui a donné le sens du design, mais Jobs a transposé ça dans l'électronique, un domaine que son père, lui, ne maîtrisait pas. C'est là qu'il a commencé à le dépasser. Et il n'est pas juste un jeune homme doué dans son garage, il grandit dans un contexte très particulier, la Silicon Valley des années 50 et 60. C'était l'épicentre du monde technologique. Il grandit entouré d'entreprises comme Hewlett-Packard, Intel, Lockheed. Pour lui, la haute technologie n'avait rien d'intimidant, c'était le paysage local, quoi. Ça démystifie complètement la chose. Et il y a cette histoire incroyable, il a 12 ans. Oui. Il veut construire un fréquence-mètre, il lui manque des pièces. Que fait-il? Il trouve le numéro de Bill Hewlett, le cofondateur de HP, dans l'annuaire téléphonique. Et il l'appelle chez lui un soir. Puis il fait ça. Personne. C'est d'une audace folle. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça marche. Non seulement Hulette lui donne les composants, mais il est tellement impressionné qu'il lui offre un job d'été dans son usine. Après une expérience pareille, l'idée de créer sa propre entreprise ne semble plus si folle. Ben non, c'est presque une suite logique. Donc, on a ce jeune homme, audacieux, avec une vision du design qui commence à se former. Mais il lui manque une pièce maîtresse. Il n'est pas un ingénieur de génie. Non, il ne sait pas construire les merveilles qu'il imagine. Et c'est là qu'intervient Steven Wozniak, Ose. le yin du yang de Jobs. Un personnage totalement à l'opposé. Wozniak, c'est un magicien absolu de l'électronique, un puriste. Son truc, c'est de concevoir des circuits d'une élégance et d'une simplicité inégalées. Mais socialement, c'est plus compliqué. Oui, il est très timide, maladroit et son but dans la vie, ce n'est pas de faire fortune, c'est de réussir des prouesses techniques et de faire des blagues.
Et on a une illustration parfaite de cette dynamique dès leur premier business ensemble. Un business d'ailleurs complètement illégal. La fameuse Blue Box. Wozniak lit un article sur les freakers, des pirates qui arrivent à tromper le système téléphonique d'AT&T pour passer des appels gratuits. Pour lui, c'est un défi intellectuel irrésistible. Exactement. Il passe des semaines à concevoir un petit appareil qui reproduit les bonnes tonalités. Il y arrive, et sa plus grande fierté, c'est de faire une blague au pape en se faisant passer pour Henry Kissinger. Pour Woz, l'histoire s'arrête là. C'est une fin en soi. Mais la réaction de Jobs. Ah, la réaction de Jobs est complètement différente. Il voit l'appareil et sa première phrase c'est «On peut vendre ça». Il voit le produit. Immédiatement, il convainc Wozniak de fabriquer ses boîtes pour les vendre sur le campus. Et cette expérience est fondatrice. D'abord, ça leur donne une confiance immense. Ces deux ados peuvent défier un géant comme AT&T. Et ensuite, Ensuite, ça établit leur modèle de collaboration. Wozniak crée la magie technique, Jobs la transforme en un produit désirable et la met sur le marché. et cette idée de défier un géant, ça s'inscrit parfaitement dans l'ère du temps. C'est l'esprit de la contre-culture appliquée à la technologie. Tout à fait. Et cet esprit, Jobs va le nourrir de manière très personnelle. Il plonge tête la première dans la contre-culture. Il va au Reed College, une université très alternative, mais il abandonne au bout d'un semestre. Sauf qu'il ne part pas vraiment. Non, il reste sur le campus. Il dort par terre chez des amis et il suit en auditeur libre les cours qui l'intéressent vraiment. Donc un cours qui semble anecdotique à l'époque, mais qui aura des conséquences majeures. Un cours de calligraphie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il va fusionner tout ça. Il prend les idéaux de la contre-culture et il les transforme en une philosophie de produit. Le cours de calligraphie s'amènera directement à la typographie révolutionnaire du Macintosh 10 ans plus tard. Son voyage en Inde, le bouddhisme zen. Ça lui inculque une quête de la simplicité, du minimalisme. Pour lui, l'intuition devient plus importante que l'analyse intellectuelle pure. Donc le coup de génie de Jobs, ce n'est pas d'avoir choisi entre les hippies et les nerds de la tech. C'est d'avoir fusionné les deux. Il a synthétisé deux mondes qui à l'époque se méprisaient un peu. Il a compris que les ordinateurs, qui étaient vus comme des outils froids de grandes entreprises, pouvaient devenir des instruments d'émancipation individuelle. Une idée qu'on retrouve dans une publication culte de l'époque, le All Earth Catalogue. Oui, avec son slogan «L'accès aux outils». L'idée, c'était de donner aux gens les moyens de créer leur propre monde, sans dépendre des institutions. Et l'outil ultime pour ça, ça allait devenir l'ordinateur personnel. C'est ce qui se trame au Homebrew Computer Club, où Wozniak est une star. C'est là que Wozniak présente sa plus grande création, Apple. Une carte de circuit imprimée qui permettait pour la première fois de taper sur un clavier et de voir les lettres apparaître instantanément sur un écran de télé. C'était une percée monumentale. Et dans l'esprit du club, l'éthique, c'était le partage. Wozniak voulait simplement distribuer les schémas gratuitement. Et là, Jobs intervient. Oui. Et il lui dit non, ne donnons pas les plans, vendons-leur des cartes déjà assemblées. Les gens ont mieux à faire que de sourer des composants. C'est le moment charnière. Il passe de hobbyiste à entrepreneur. La vision de Jobs est claire. Simplifier la technologie pour la rendre accessible. Et cette vision est mise à l'épreuve tout de suite. Le propriétaire du Byte Shop, une des premières boutiques d'informatique, leur commande 50 unités. Mais à une condition. Une condition cruciale, pas des kits, des ordinateurs entièrement assemblés. Et ils ont 30 jours. Et là, c'est la course contre la montre dans le garage des parents de Jobs. Ils mobilisent tout le monde, la sœur de Steve, des amis, pour souder les composants jour et nuit. C'est la naissance d'Apple en tant qu'entreprise. Cette commande les a forcés à penser à tout. Le financement des composants, l'organisation de la production, la livraison d'un produit fini. Avec l'argent de cet Apple I, ils peuvent voir plus grand. Et pour l'Apple II, Jobs fait un saut conceptuel. Il ne veut plus vendre une simple carte mère à des bidouilleurs. Sa vision, c'est le premier ordinateur personnel prêt à l'emploi, un produit grand public. Et son inspiration, elle ne vient pas de l'informatique, mais Des appareils électroménagers. les robots de cuisine cuisinards. Exactement. Il les voit dans un magasin et il a une révélation. Un boîtier en plastique moulé, vis, amical. Il veut que l'ordinateur soit un objet désirable, qu'on a envie d'avoir dans sa cuisine. Et c'est là que toutes ces obsessions de design héritées de son père explosent. Ah oui, il se bat pour avoir une alimentation sans ventilateur, parce que le bruit d'un ventilateur, ce n'est pas zen. Il passe des semaines à choisir la nuance exacte de beige pour le boîtier. Il veut que l'ordinateur soit silencieux, accessible, humain. C'est un changement de paradigme complet. Avant lui, les ordinateurs étaient conçus par des ingénieurs pour des ingénieurs.
Jobs est le premier à penser l'ordinateur du point de vue de l'utilisateur normal. Mais pour produire l'Apple II à grande échelle, le garage ne suffit plus. Il leur faut de l'argent, une structure. Et c'est là qu'un troisième personnage clé entre en scène, Mike Markula. Marcula, c'est un ancien d'Intel devenu millionnaire qui a pris sa retraite à 33 ans. Jobs le traque, réussit à le convaincre. Et Marcula n'apporte pas seulement de l'argent, Il apporte une crédibilité d'adulte, une vision stratégique. et surtout une philosophie marketing qui va définir l'entreprise pour les 40 prochaines années. Il rédige un document d'une seule page avec 3 principes. Empathie, convergence. Oui, mais le troisième est le plus important et le plus prophétique. Incarné, impute en anglais, l'idée est simple. Les gens jugent un livre à sa couverture. Donc l'emballage, la pub, le design, tout doit communiquer la qualité qu'il y a à l'intérieur. Toute l'obsession d'Apple pour le packaging, les keynotes, le design des magasins. Tout est déjà là, en 1977. C'est incroyable. C'est fou, mais cette croissance rapide s'accompagne de tensions. La personnalité de Jobs, son intensité, ça devient un problème. On commence à parler de son fameux champ de distorsion de la réalité. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas juste être un bon vendeur, c'est un mélange de charisme et d'une volonté de faire si intense qu'elle plie la réalité autour de lui. Il pouvait dire à un ingénieur que l'impossible était non seulement possible, mais attendu pour la semaine suivante. Et ça marchait? Et l'ingénieur, déconcerté, finissait souvent par y arriver. C'était son plus grand atout pour innover, et en même temps une source de tyrannie absolue pour ses équipes. Un super pouvoir à double tranchant. Et l'entreprise, en se professionnalisant, a besoin de le canaliser. Ils engagent un PDG, Mike Scott, avec la mission explicite de gérer Steve. Et le conflit éclate presque tout de suite, sur un détail qui en dit long. Scott attribue les numéros de badge. Wozniak, le premier employé, reçoit le numéro 1. Jobs, qui arrive après, reçoit le numéro 2. Et il refuse. Il refuse. Il pique une crise, il pleure, il hurle qu'il doit avoir le numéro 1. Scott tient bon. Finalement, Jobs propose une solution. Il aura le badge numéro 0, parce qu'il est avant le numéro 1. C'est à la fois enfantin et tellement révélateur de son besoin d'être spécial, d'être à l'origine de tout. C'est la tension classique de la start-up qui grandit. Comment préserver l'énergie chaotique et visionnaire du fondateur tout en mettant en place la structure nécessaire à la croissance OK? C'est le dilemme qui va hanter Apple. Alors, si on résume, l'ADN d'Apple, à sa naissance, ce n'est pas juste une puce ou un logiciel, c'est ce mélange improbable de deux cultures. Exactement. L'ingrédient secret d'Apple, c'est cette fusion unique. C'est le génie technique de Wozniak catalysé par la vision de Jobs. Mais le tout est infusé d'influences qui n'ont en apparence rien à voir avec la technologie. Le bouddhisme zen, Bob Dylan, l'éthique d'un père mécanicien. Et l'esprit anti-establishment de la contre-culture californienne. Apple n'aurait pu naître nulle part ailleurs et à aucun autre moment. C'est un alignement de planètes assez unique. C'est vrai. Et en regardant cette histoire, on est obligé de se poser une question qui résonne encore aujourd'hui. Est-ce que ce type de génie visionnaire, celui qui révolutionne des industries, peut exister sans cette intensité brutale, cette personnalité abrasive et ce fameux champ de distorsion de la réalité? Autrement dit, pour créer la beauté et la simplicité qu'il a offerte au monde, fallait-il nécessairement passer par cette forme de tyrannie? C'est une question qui reste ouverte.